Une Tesla, c'est toujours une voiture un peu spéciale et pas seulement parce qu'elle est électrique. Mais parce que, comme les amateurs d'iPhone ou les inconditionnels des aspirateurs Dyson, les propriétaires forment une communauté active et, pour certains d'entre eux, il suffirait d'aborder un point négatif, de critiquer pour être relayé parmi les escrocs. Pour d'autres automobilistes, aux yeux desquels cette marque américaine ne devrait pas exister, sous prétexte qu'elle est trop jeune ou montre un réseau de distribution, disons original, il suffirait de dire du bien de Tesla pour être catalogué tel un journaliste acheté, invendu. Alors non, ni vendu ni escroc à Automoto, on va juste essayer d'être objectif sur cette nouveauté d'une marque jeune et intrigante dont le succès interroge autant qu'il force le respect. Vous connaissez probablement la Model Y, c'est la dernière née de la gamme Tesla. C'est une voiture qui partage à peu près 75% de ses composants avec la berline, la Model 3. Sauf que là, c'est une version plus large, plus longue, plus haute, qui offre plus d'espace à bord et aussi un bien plus grand coffre. Donc a priori, c'est une voiture qui montre un caractère plus familial. D'où cette question, plutôt que la version grande autonomie, à quoi bon sélectionner celle-ci, la performance qui, comme son nom l'indique, met l'accent sur les performances. Déjà, elle s'affiche à 4 000 € de plus que la grande autonomie, avec qui elle partage tout, même moteur et même batterie. Pour ce prix, affiché donc 66 990 €, le 0 à 100 passe de 5 secondes à 3 secondes 7, ce qui est déjà une prouesse, et la vitesse max grimpe de 217 à 250 km/h. Mais c'est au prix d'une autonomie réduite de 565 km maxi à 514 km, mais ça, finalement, c'est pas grand-chose. Autre différence, la version grande autonomie arrive de Shanghai, alors que celle-ci, la performance, est produite en Europe, dans la toute nouvelle Gigafactory de Berlin. Pour la reconnaître, il y a ce petit aileron, il y a aussi les grandes jantes appelées Uber Turbine de 21 pouces avec des freins performance, une hauteur de caisse légèrement revue à la baisse, une suspension plus ferme et le pédalier à lui. À bord, rien ne change entre une version grande autonomie et celle-ci, la performance. On a toujours cette ambiance très feutrée, c'est franchement neutre. Et cet aménagement atypique, il n'y a rien à bord, sauf un grand écran de 15 pouces qui centralise toutes les fonctions. Premier défaut, malgré tout, la position de conduite. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'amplitude de réglage. Et deuxième défaut, c'est l'ergonomie vraiment différente de ce dont on a l'habitude dans les voitures que je qualifierais de conventionnelles. Habituellement, on passe d'une Peugeot à une Seat ou d'une BMW à une Audi. On retrouve toujours certaines similitudes dans l'ergonomie, dans le positionnement des commandes ou dans les fonctionnalités des systèmes embarqués. Là, avec une Tesla, il faut tout réapprendre et tout passe par ici. Donc, mieux vaut être à l'aise avec le fonctionnement d'un écran tactile. Et le reste, quel reste? Il est probable que vous connaissiez déjà beaucoup de choses à propos de Tesla. Donc, on retrouve sur cet écran, par exemple, un abonnement Netflix, un abonnement Spotify, des jeux vidéo, ou alors des choses tout à fait inutiles comme la cucaracha quand vous arrivez chez Belle Maman. Voilà, on peut se passer de ça. Quoi qu'il en soit, il y a plein d'équipements. Il y en a aussi qui sont utiles. Je pense notamment au mode Sentinelle qui permet par exemple depuis votre smartphone de surveiller les environs de votre véhicule quand il est en stationnement grâce à toutes les caméras dont elle dispose sur sa carrosserie. Tout ça c'est bien beau, mais en fait ça ne fait pas la différence entre une version grande autonomie et une performance. Alors allons-y, allons faire vroom vroom ou plutôt Dès les premiers tours de roue, on se rend compte que c'est une voiture agréable. Elle est douce avec un accélérateur facile à doser lorsque le feu passe au vert. On ne se fait pas secouer dans tous les sens. C'est une voiture facile à conduire aussi, malgré le gabarit imposant, c'est 4,75 m de long. Il y a en plus un diamètre de braquage qui est grand, donc c'est pas très maniable non plus dans les ruelles. Et il y a d'autres défauts, il y a l'amortissement qui est ferme, c'est dû aux grandes jantes et à la suspension plus raide que sur la version grande autonomie. Il y a aussi toujours cette position de conduite, je me sens vraiment haut par rapport à la ceinture de caisse. Et la direction qui est précise, mais en fait la sensation n'est pas naturelle lorsqu'on évolue à basse vitesse en ville. Voilà pour les défauts, le reste c'est une performance. On estime sa puissance à environ 490 chevaux et quand on accélère,
ça fait ça. Je vous assure que je simule pas. C'est plus un appui-tête, c'est un tape-tête. Les reprises, elles sont phénoménales. C'est toujours très vif. C'est impressionnant, vraiment, même dans le domaine des supercars, en fait. Aujourd'hui, sur le marché, il y a très peu de voitures capables d'offrir de telles reprises. Il y a une instantanéité qui est ahurissante. On peut s'amuser à se secouer dans tous les sens à chaque instant. C'est vraiment très impressionnant. Là, lorsqu'on accélère, les un peu plus de 2 tonnes de la voiture, on les sent pas du tout. En revanche, en comportement routier, là, le poids se fait ressentir un peu. Et c'est une voiture finalement pas très amusante par son dynamisme, par ses trains roulants. C'est une voiture sûre, elle offre de bonnes vitesses de passage en courbe, notamment grâce à ses batteries qui sont implantées dans le châssis. En revanche, il manque un truc par rapport à la version Model 3 Performance, donc la berline, c'est le mode piste. Alors c'est un mode, évidemment, il faut se dire que c'est pas nécessaire de toute façon sur un SUV, mais c'est un mode qui, dans la Model 3, permet d'optimiser le refroidissement de toute la partie électrique et aussi de déconnecter le SP et de moduler la répartition de la transmission. Par exemple, de sélectionner, si on le souhaite, 4 roues motrices ou au contraire 100% propulsion. Et ça permet aussi de jouer sur le comportement du véhicule et sur une Model Y, donc c'est un peu moins fun à cause de l'absence de ce mode piste. Mais de toute façon, c'est un SUV, donc c'est pas censé offrir un comportement routier aussi dynamique. Faute de mode piste, la Model Y n'est donc pas très fun ni dynamique au chapitre du comportement. Malgré ses énormes pneus de 255 mm de large à l'avant, elle a tendance à élargir la trajectoire quand le rythme augmente. Mais chez Tesla, grâce aux mises à jour over the air, c'est-à-dire à distance, ce mode piste pourrait éventuellement devenir accessible à l'avenir à la Model Y. Ça permettrait d'agir sur la répartition en gérant comme on le veut les 2 moteurs électriques, synchrone à aimant permanent à l'arrière, asynchrone à induction à l'avant. 66 990 € pour une voiture électrique agréable, capable d'abattre le 0 à 100 aussi vite qu'une Ferrari F50, rien que ça. Donc est-ce que ça vaut le coup? Oui, évidemment, parce que le rapport prix-prestation est vraiment impressionnant. En revanche, ça se paye notamment au niveau du confort. Enfin, côté autonomie, il n'y a pas vraiment de problème avec cette déclinaison de la Model Y, d'autant qu'il y a de nombreuses stations de recharge Tesla en France, et en plus, elles sont efficaces. Exemple, hier, on a récupéré environ 45% de la batterie en 15 minutes de recharge. Et encore, c'était une borne V2, donc c'était pas la dernière évolution des stations de recharge Tesla. Cependant, comme c'est une voiture électrique, le mieux c'est encore de recharger chez soi et si nécessaire, si on n'a pas de choix, d'utiliser ponctuellement des bornes publiques comme celle-ci. Mais ça, c'est pas toujours pratique.